Pendant le dîner, ma femme a avoué m'avoir trompé pour pimenter les choses, mais ma réaction l'a stupéfaite. La cuillère a tinté doucement contre la porcelaine, encore et encore. C'était le seul bruit dans la pièce, à part le lent tic-tac rythmique de la vieille horloge murale qu'elle tenait à garder parce qu'elle la trouvait charmante. Je regardais ses mains tourner autour de la tasse, comme si elle s'hypnotisait elle-même, ou peut-être qu'elle cherchait à gagner du temps. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il était 7h42 du soir un jeudi. Je n'avais même pas encore pris une bouchée de mon repas. Il fumait encore. Elle n'avait pas touché au sien non plus. « Je veux te dire quelque chose », a-t-elle dit, en remuant toujours, sans me regarder. Cette phrase. Je jure que si je pouvais supprimer une phrase de l'existence, ce serait celle-là. Pas « je ne t'aime plus ». Pas « ce n'est pas toi, c'est moi ». Juste cette phrase calme et sans prétention. Parce que rien de bon ne l'a jamais suivi. Je me souviens que ma première pensée n'a pas été la peur ou la panique. C'était l'épuisement. Comme si on était sur le point de me confier une autre responsabilité que je n'avais pas demandée. Elle a fini par lever les yeux. Pas de larmes, pas de culpabilité, juste une étrange sorte de soulagement, comme si elle venait de terminer un entraînement difficile et voulait que je l'applaudisse. « Je vois quelqu'un », a-t-elle dit doucement. Pas un seul nerf de mon visage n'a bougé. Je suis resté là à cligner des yeux, serrant ma fourchette comme si elle risquait de s'enfuir si je la lâchais. « Ce n'est pas sérieux », a-t-elle ajouté rapidement. C'est juste quelque chose dont j'avais besoin pour me sentir à nouveau en vie, tu sais, pour raviver la flamme. J'aime toujours notre couple. Et voilà. La phrase qui a enterré tout notre mariage sous une pile de mots soigneusement choisis et d'une logique émotionnellement détachée. Elle a tendu la main à travers la table pour essayer de prendre la mienne, comme si nous étions dans une séance de thérapie. Je me suis reculé. Pas de manière dramatique, juste assez. Tu m'as trompé, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'avais même pas l'air d'être moi-même. J'avais l'air de quelqu'un qui regarde un accident de voiture depuis l'intérieur d'une autre voiture. Ce n'est pas trompé si, a-t-elle commencé. Je me suis levé. Ma chaise n'a même pas grincé. Elle a juste soupiré comme si elle était fatiguée, elle aussi. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je me suis dirigé vers le placard, je l'ai ouvert, j'ai sorti un post-it et j'ai écrit 2 mots. C'est noté. Au revoir. Je l'ai laissé à côté de sa tasse de thé et je suis sorti de la maison pieds nus parce que je ne supportais pas l'idée de mettre des chaussures à ce moment-là. Le pire, c'est qu'elle ne m'a pas suivi. Mais que s'est-il passé après cette nuit? C'est là que les choses sont devenues vraiment folles. Parce que son étincelle a allumé un feu auquel je ne pense pas qu'elle s'attendait. Je ne suis pas allé bien loin cette nuit-là. Juste au bout de la rue, après l'arrêt de bus vide, après la librairie fermée, après la maison de Madame Langlais avec son porche affaissé où ses carillons ne se taisaient jamais. J'ai fini par m'asseoir sur le banc en béton froid devant la vieille quincaillerie, pieds nus, en regardant un distributeur automatique qui ne fonctionnait plus depuis 2019. J'aurais dû ressentir de la rage, de la trahison ou un chagrin d'amour, mais honnêtement, je me sentais juste stupide, comme si j'avais manqué tous les signes évidents. Et maintenant, l'univers riait dans mon dos. Elle n'a même pas essayé de le nier. Pas de confession dramatique. Pas de supplication, juste la vérité livrée avec le même ton qu'elle utilisait pour me rappeler de sortir les poubelles. Et chérie, juste pour que tu saches, je couche avec quelqu'un d'autre. Passe-moi le sel s'il te plaît. À un moment donné cette nuit-là, j'ai envoyé un SMS à mon frère Calvin. Nous ne sommes pas proches. Il vit à 1 heure de route et ne m'envoie généralement des messages que lorsqu'il a besoin d'aide pour déplacer quelque chose de lourd. Mais je me suis dit que si quelqu'un pouvait garder un secret, c'était bien le gars qui se souvenait à peine de mon anniversaire. Moi. Lorna m'a trompé. J'ai quitté le dîner comme un zombie. J'ai besoin de dormir quelque part. Il a appelé immédiatement. Il n'a même pas répondu par SMS. Il a juste appelé. Mec, c'est quoi ce bordel? Je lui ai tout raconté. Le thé, les aveux, l'étincelle. Il n'arrêtait pas de dire Jésus toutes les quelques minutes comme si c'était le seul mot qui restait dans son vocabulaire. Ensuite, il a proposé de descendre en voiture pour venir me chercher. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je ne voulais pas partir. Pas encore.
Pas avant d'avoir compris dans quel genre de désastre je me trouvais réellement. Quand je suis rentré à la maison 2 heures plus tard, les lumières étaient éteintes. Sa salade était toujours sur la table, complètement intacte. Mon post-it avait disparu. J'ai marché jusqu'à la chambre, m'attendant à moitié à ce qu'elle dorme comme si de rien n'était, mais elle n'était pas là. Son côté du lit était froid. Sa brosse à dents était toujours dans la salle de bain, son peignoir toujours accroché au crochet, mais ses clés avaient disparu. Et le pendentif bon marché en forme de cœur que je lui avais offert il y a 2 Noëls, quand je ne pouvais rien m'offrir de mieux, avait également disparu. Je n'ai pas dormi. Je me suis juste assis sur le sol dans le couloir comme un fantôme, rejouant tout dans ma tête. Et c'est là que quelque chose d'étrange a fait un déclic dans mon cerveau. Quelque chose que je n'avais même pas envisagé jusqu'à ce moment-là. Si elle voyait quelqu'un pour se sentir à nouveau en vie, comme elle le disait, depuis combien de temps se sentait-elle morte? Et pire, sur quoi d'autre mentait-elle? Alors, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. À 3h17 du matin, j'ai pris son vieil ordinateur portable dans le tiroir de la cuisine, celui qu'elle jurait ne plus utiliser parce que tout est sur le cloud maintenant. Et je l'ai ouvert. Et c'est là que la deuxième vague de trahison a frappé, car enfoui dans les onglets de son navigateur se trouvaient des réservations d'hôtels. Pas une, pas deux, 11 réparties sur les 4 derniers mois. Toutes sous des noms différents, toutes dans des villes différentes, toutes payées en espèces, toutes réservées depuis cet ordinateur portable. Elle n'avait pas juste essayé de raviver la flamme. Elle avait vécu une toute autre vie. Une vie qu'elle avait cachée derrière des mots de passe, de faux reçus et un sourire convaincant. Le pire, c'est que l'un des séjours à l'hôtel a été réservé le même week-end où j'étais à l'hôpital pour faire des examens en raison de douleurs thoraciques. Elle m'avait envoyé un SMS disant « Je t'aime ». Sois fort, tout en s'enregistrant dans un endroit à 3 heures de route sous le nom de Laura P. Et pourtant, je suis resté silencieux. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis retourné dans le salon, je me suis assis sur la même chaise dont elle se plaignait toujours qu'elle était trop bosselée, et j'ai attendu, parce que maintenant je n'avais pas seulement le cœur brisé. Je préparais quelque chose dont je ne me serais jamais cru capable. Au moment où le matin est arrivé, j'avais mémorisé chaque adresse d'hôtel, chaque faux nom qu'elle avait utilisé. J'ai même cartographié les distances entre notre maison et chaque endroit, comme si je menais une sorte d'enquête, ce qui, je suppose, était le cas. La petite voix pleurnicharde dans ma tête n'arrêtait pas de me demander « Que cherches-tu même, Curtis ?» La preuve qu'elle est pire que tu ne le pensais. La tromperie ne suffit-elle pas? Mais il ne s'agissait pas d'avoir plus de preuves. Il s'agissait de comprendre depuis combien de temps je vivais à côté d'une étrangère, partageant du dentifrice avec quelqu'un qui était déjà parti. Elle a franchi la porte à 7h43 du matin. Pile, comme si elle l'avait chronométré. Les cheveux toujours impeccables, les chaussures sèches, pas de maquillage étalé. Elle portait une tasse de café à emporter d'un endroit branché du centre-ville, dont elle avait dit un jour qu'il était trop cher pour ce que c'était. Je n'ai rien dit, je me suis juste assis à la table à manger, les bras croisés. L'ordinateur portable était ouvert devant moi, l'écran brillait toujours, l'historique du navigateur grand ouvert. Elle s'est figée une seconde quand elle l'a vu, un vacillement à peine visible, puis elle est passée à un faux bâillement comme si elle ne venait pas de rentrer d'une nuit de trahison. « Tu es levé tôt », a-t-elle dit avec désinvolture. « Je sais où tu étais », ai-je répondu, d'une voix calme et plate. Elle a cligné des yeux. « Quoi ? » L'hôtel Arlès, ai-je dit. Chambre 608. La même que celle où tu as séjourné le 12 août. Et le 3 septembre, et le 19 octobre. J'ai regardé son âme quitter son corps pendant un court instant. Tu as fouillé dans mes affaires, a-t-elle demandé, la voix soudainement aiguë. Ça y était. Ça l'a vraiment fait. Elle avait l'audace d'être offensée. Non, ai-je dit en me levant. J'ai fouillé dans mes affaires, ce mariage, ma vie. Je fais juste l'inventaire, comme tu l'as fait quand tu as décidé que les chambres d'hôtel étaient plus excitantes que ton mari. Elle a essayé de pleurer. Je jure qu'elle a vraiment essayé. Un de ces courts allaitements sans larmes derrière. Le genre que l'on pratique devant le miroir quand on a 13 ans et qu'on essaie de gagner une dispute avec ses parents. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit. Tu es toujours là. Tu ne changes jamais. C'est comme si tu avais cessé d'évoluer, Curtis. J'avais besoin de quelque chose d'imprévisible,
de quelque chose qui me donne l'impression que je comptais encore. Imprévisible, ai-je répété, comme disons, se faire prendre. Elle s'est assise comme si elle avait été giflée. Mais je n'avais pas fini. Pas du tout. J'ai mis la main dans le tiroir derrière moi, j'ai sorti un dossier, celui avec chaque capture d'écran que j'avais prise de son ordinateur portable. Je l'ai posé devant elle comme si je servais un repas. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. J'ai fait des sauvegardes au cas où tu deviendrais dramatique et essaierais de tout supprimer. Je suis peut-être ennuyeux, mais je ne suis pas stupide. Elle m'a regardé à ce moment-là, elle m'a vraiment regardé. Et pour la première fois depuis le début de tout ce gâchis, elle a eu sincèrement peur. Pas de moi, mais de perdre le contrôle. Tu ne vas le dire à personne, n'est-ce pas, a-t-elle chuchoté. Cette phrase a brisé quelque chose en moi, comme si j'avais retenu un barrage et qu'elle venait d'y donner un coup de masse. Non, Lorna, ai-je dit. Je ne vais le dire à personne. Ensuite, j'ai pris ma veste, j'ai ouvert la porte d'entrée et je l'ai laissée assise là, un café à la main, un dossier plein de ses propres secrets, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Parce que la vérité était que je n'allais le dire à personne. J'allais le leur montrer. Je ne suis pas allé travailler ce jour-là. Je n'ai pas appelé non plus. J'ai juste conduit sans but précis jusqu'à ce que je finisse garé devant le gratte-ciel où la société de Lorna avait son siège social. Le 15e étage, un bâtiment en verre élégant. Le genre d'endroit où tout le monde porte des baskets qui coûtent plus cher que toute ma garde-robe. Je suis resté assis dans la voiture pendant 1 heure, serrant le dossier sur mes genoux. Celui avec toutes les captures d'écran imprimées, les confirmations de réservation et ces petites notes dégoûtantes qu'elle s'était écrites sur son téléphone. Apporte des bougies. Il aime ça. Je l'avais trouvé en fouillant dans ses fichiers de sauvegarde. Elle a apporté des bougies pour lui. Elle ne m'a même jamais acheté de carte d'anniversaire. Je n'étais pas là pour faire une scène. Je n'allais pas entrer et faire exploser son travail, même si mon sang m'en suppliait. Non, j'avais quelque chose de mieux. Elle avait un patron, un gars nommé Steven Golderman. Je l'avais rencontré une fois lors de leur fête de fin d'année. Il portait un blazer en velours et s'était présenté comme s'il animait un jeu télévisé. Mais plus important encore, je me suis souvenu d'autre chose, le nom de sa femme, Laurel. J'ai trouvé le contact de Laurel sur les réseaux sociaux en moins de 5 minutes. Je n'ai même pas eu à faire défiler la page. Sa bannière de profil était une photo d'elle et de Steven au gala du bureau. Le même gala dont Lorna m'avait dit qu'elle l'avait sauté parce qu'elle était épuisée par le travail. Cette nuit-là, j'avais préparé le dîner et je l'avais attendue alors qu'elle créait apparemment des souvenirs avec le mari d'une autre femme. Alors, je l'ai fait. J'ai envoyé un message. Pas une diatribe, pas une insulte, juste 4 images. Pas de légende, pas d'explication. Des captures d'écran du calendrier de Lorna synchronisées avec celui de Steven, des reçus d'hôtel avec leurs 2 noms et la note sur les bougies. Ensuite, j'ai complètement éteint mon téléphone, j'ai retiré la batterie, je l'ai jetée dans la boîte à gants comme si elle était radioactive. Je voulais juste la paix pendant quelques heures. Le temps d'exister sans vibrer de l'intérieur. Quand je suis rentré à la maison plus tard, la maison était trop calme. Sa voiture avait disparu. La table à manger avait été débarrassée. Le dossier que je lui avais laissé était toujours là, non ouvert, bien sûr. Je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu que le ciel s'assombrisse. Et juste après 9.00, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Elle est entrée comme si de rien n'était, a jeté son sac sur le comptoir de la cuisine et a commencé à parler depuis le couloir comme si nous étions toujours mariés. Je me suis arrêté à la coopérative pour prendre ce lait d'amande bizarre que tu aimes, a-t-elle dit. Il n'en avait plus, alors j'ai. Tu devrais t'asseoir, les jeux interrompus. Elle s'est figée. Quoi encore, a-t-elle demandé. Sa voix a changé, plate, sur la défensive. Je l'ai regardée, droit dans les yeux. La femme de Steven est au courant. Tout s'est vidé de son visage. La couleur, les mots, même le souffle. Elle s'est appuyée sur le comptoir comme si ses genoux allaient lâcher. Tu n'as pas fait ça, a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas ruiné ta vie, Lorna, ai-je dit calmement. Tu as juste passé trop de temps à faire semblant qu'il n'y avait pas de feu derrière toi. J'ai simplement ouvert une fenêtre. Elle s'est assise lentement comme si elle essayait de ne pas réveiller un animal endormi.
Tu ne sais pas ce que tu as fait, a-t-elle dit. Oh, je le sais, ai-je répondu. J'ai enfin donné une voix à la vérité. Son téléphone a sonné. Elle n'a pas décroché. Il a sonné encore et encore. Je n'avais même pas besoin de vérifier. Je savais que c'était lui. Puis elle a dit la chose qui m'a vraiment stupéfié. J'ai besoin que tu me protèges. J'ai presque ri. Mais ce n'était pas drôle. De quoi, ai-je demandé. De ton propre reflet. Elle n'a pas répondu. Elle a juste regardé dans le couloir sombre derrière moi comme si quelque chose l'attendait. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis le début de tout cela, j'ai réalisé qu'elle avait peur. Pas de moi, pas des conséquences, mais d'être seule. Cette nuit-là, c'était la première fois que je la voyais comme une humaine. Pas d'une manière douce et romantique, pas comme si j'avais vu son âme ou redécouvert une vieille tendresse. Non, je veux dire, c'était la première fois que je la voyais dépouillée de son numéro. Pas de performance, pas de répliques répétées, pas d'émotions soigneusement organisées, juste une femme assise au bord d'une vie à laquelle elle a mis le feu, réalisant qu'il ne restait plus personne à blâmer lorsque la fumée a finalement atteint ses yeux. Elle a à peine parlé après que je lui ai dit, elle s'est juste assise sur le tapis dans son chemisier de travail et a enlevé ses talons comme s'il l'étouffait. Son téléphone vibrait toutes les 3 minutes. Elle n'arrêtait pas de le retourner comme si l'écran lui-même brûlait. Et j'ai juste regardé. Je me suis assis sur ma chaise comme un invité dans le film de quelqu'un d'autre, essayant de décider si j'étais le méchant ou l'idiot. Peut-être les deux. Finalement, après ce qui a semblé être une heure, elle a demandé, « Que veux-tu de moi, Curtis ?» Je me suis penché en avant. Rien. Elle a cligné des yeux comme si elle ne comprenait pas. Pas de seconde chance, pas de conclusion, pas de discours de dernière minute. Je veux juste sortir. Et je veux que tu ressentes chaque centimètre de cela pendant tout le temps qu'il faudra. Tu ne vas pas me quitter, a-t-elle dit comme si c'était un fait. Comme si je n'avais pas déjà décroché émotionnellement il y a 2 jours. Curtis, tu n'es pas comme ça. Tu pardonnes. Tu es. Je l'étais, les yeux coupés. Tu as fait de moi quelque chose d'autre. Sa bouche s'est ouverte comme si elle avait une réplique. Peut-être quelque chose qu'elle avait pratiqué dans le miroir. Quelque chose de dramatique et plein de larmes, mais rien n'est sorti. Au lieu de cela, elle s'est levée et est montée à l'étage sans un mot de plus. Le lendemain matin, elle était partie avant que je ne me réveille. Elle avait pris son ordinateur portable, un sac de sport et la plupart de ses vêtements. Mais elle a laissé l'alliance sur ma table de chevet, pas dans une boîte, pas sur un mot, juste placée proprement, face vers le haut, comme si elle me mettait au défi de réagir. Je n'y ai pas touché. Plus tard ce jour-là, Laurel m'a répondu. Juste 5 mots. J'en avais le pressentiment. Merci. C'était tout. Pas de drame, pas de menace, pas de poursuite, juste la reconnaissance discrète d'une étrangère que je n'avais jamais rencontrée. Une femme dont la vie avait également été détournée par le même feu. Mais les retombées, oh, elles sont arrivées vite. À 3:00 de l'après-midi, le profil professionnel de Lorna a disparu du site web de son entreprise. Quelqu'un que je ne connaissais pas m'a envoyé un message privé avec une capture d'écran d'un fil de discussion anonyme de bureau sur Slack. Les gens chuchotaient sur la façon dont 2 cadres mariés ont été démasqués dans la même heure. Je n'ai rien confirmé ni nié. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait déjà commencé à faire son travail. Vers 5 heures, mon frère Calvin s'est présenté à l'improviste avec un pack de 6 bières et une pizza comme si c'était un enterrement. Il n'a même pas dit bonjour, il m'a juste jeté une parée à marmonner, alors, je suppose que la thérapie de couple n'est plus à l'ordre du jour. C'était la première fois que je riais depuis des jours. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous nous sommes juste assis en silence, regardant une émission stupide dont aucun de nous ne se souciait. C'était la plus grande paix que j'avais eue depuis cette nuit au restaurant. Mais même alors que le calme s'installait, je savais que ce n'était pas fini, car Lorna avait peut-être tout perdu, sa liaison, son travail, son illusion soigneusement construite. Mais je la connaissais trop bien. Elle n'en avait pas encore fini. Et quand elle reviendrait, ce ne serait pas pour demander pardon. Il lui a fallu exactement 3 jours pour essayer de réécrire l'histoire. 3 jours de silence, 3 jours d'une paix en laquelle je n'avais pas confiance.
3 jours sans entendre ses clés dans la porte ou sa voix résonner sur les carreaux du couloir. Et puis samedi matin, j'ai entendu frapper. Pas une sonnette, pas un SMS, un vrai coup à la porte. Sec, rythmé, confiant, comme si elle était toujours l'actrice principale d'une série que j'avais arrêté de regarder. J'ai ouvert la porte lentement, et elle était là, Lorna. Pas de maquillage, des lunettes de soleil posées sur la tête, tenant une boîte de pâtisserie de ce café hors de prix du centre-ville comme si elle pensait qu'un croissant pouvait réparer une trahison. Je me suis dit que tu n'avais pas mangé, a-t-elle dit, la voix douce, les yeux me scrutant à la recherche d'une ouverture. N'importe quelle ouverture. Je n'ai pas faim, ai-je répondu. Elle est restée là un moment, incertaine, puis elle est entrée quand même. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a posé la boîte sur le comptoir, s'est tournée vers moi et a croisé les bras comme si elle se préparait pour une réunion du conseil d'administration. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé, et je pouvais déjà sentir le discours se préparer. J'ai eu quelques jours difficiles. J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation. Je sais que tu souffres, mais je souffre aussi. J'étais confuse, Curtis. Cet homme, Steven, il n'était pas celui que je pensais. J'ai été stupide et je suis désolé. J'ai juste. Non, les jeux interrompus. Tu n'es pas désolé. Tu es démasqué. Ça l'a fait taire. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert le frigo, j'ai attrapé une bouteille d'eau juste pour donner quelque chose à faire à ma main. Tu n'es pas revenu ici pour t'excuser. Tu es revenu parce que ton filet de sécurité a disparu, et je suis le dernier qui pourrait encore recoller les morceaux. Sa mâchoire s'est crispée, ses bras sont tombés. Je n'ai pas triché pour nous détruire, a-t-elle dit. Et c'était presque risible. Alors pourquoi n'as-tu pas arrêté? Silence. Était-ce le premier hôtel qui t'a fait te sentir en vie, ai-je demandé. Ou était-ce le 6e? Était-ce quand tu as réalisé qu'il ne quitterait jamais sa femme? Ou était-ce quand tu t'es regardé dans le miroir et que tu n'as pas reconnu ce que tu étais devenu? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, laissant les mots atterrir exactement là où ils devaient aller. Elle a fini par s'asseoir sur le tabouret de bar, vaincue, mais pas brisée. Pas encore. Tu me manques, a-t-elle chuchoté. Le mari qui m'apportait le café au lit me manque. La sécurité que je ressentais en rentrant à la maison me manque. Tu m'as toujours donné l'impression que j'étais suffisante. J'ai presque ri. L'ironie était étouffante. Je t'ai donné l'impression d'être suffisante, mais tu m'as donné l'impression d'être invisible. Ses yeux se sont détournés. Puis elle l'a dit, la phrase qu'elle avait probablement répétée dans la voiture une douzaine de fois. Je ne veux pas abandonner notre couple, Curtis. Je veux réparer ça. Réparer ça, comme si notre mariage était un drain bouché ou un robinet qui fuit. Un petit tour à la quincaillerie et tout serait pardonné. Tu n'es pas là pour réparer le mariage, ai-je dit. Tu es là pour réparer ton histoire, pour t'assurer que quand les gens demanderont ce qui s'est passé, tu pourras dire que nous avons essayé. Pour ne pas donner l'impression que tu es la seule à avoir abandonné. Elle ne l'a pas nié. Elle n'a même pas cligné des yeux. Et ça m'a tout dit. Elle ne comprenait toujours pas. Et le pire, c'est qu'elle ne comprendrait jamais. Je ne lui ai pas demandé de partir. Je n'ai pas eu à le faire. Après que notre conversation se soit écrasée et brûlée là, dans la cuisine, Lorna est restée assise en silence pendant ce qui a semblé être 10 minutes entières, regardant la boîte de pâtisserie comme si elle allait soudainement s'ouvrir et lui offrir une nouvelle identité. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je m'effondre, à un pardon dramatique et larmoyant ou peut-être à une dispute. Elle voulait une réaction parce que la réaction signifiait le pouvoir, mais je ne lui en ai donné aucune. Au lieu de cela, je suis monté à l'étage, j'ai pris la seule petite valise qui me restait de mes années d'université et je suis redescendu. Pas de cérémonie, pas d'annonce. J'ai juste commencé à plier les chemises sur le dossier du canapé et à les emballer. Elle a finalement rompu le silence. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que tu sais exactement ce que je fais. Tu pars, tout simplement. Sa voix s'est brisée, puis s'est véritablement brisée pour la première fois après tout ce que nous avions traversé. Tu confonds histoire et guérison, Lorna. Elle s'est levée, s'est rapprochée, a presque atteint ma main. Ce n'est pas toi, Curtis.
Tu ne t'éloignes pas simplement, tu parles, tu traites les choses. Tu as toujours dit que les relations demandent du travail. Oui, ai-je dit en fermant la valise. Mais ce n'était plus une relation. C'était une cachette pour toi. Une salle d'attente jusqu'à ce que quelque chose de plus excitant arrive. Elle avait l'air de quelqu'un que je venais de frapper, mais je ne me suis pas arrêté. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris mon ordinateur portable, mon passeport, une petite boîte ignifuge avec des documents importants. Les choses dont je ne pensais jamais avoir besoin rapidement, mais dont j'avais soudainement besoin. Quand je suis revenu dans la cuisine, elle tenait la bague que j'avais laissée sur la table de chevet, la serrant comme si elle était fragile. Nous pouvons encore réparer cela, a-t-elle chuchoté. Si nous prenons un peu de recul et ralentissons, peut-être une thérapie de couple, s'il te plaît, Curtis. Je l'ai regardé. Pas la femme que j'avais épousée. Pas même la femme qui m'avait blessé. Juste une personne pleine de défauts, effrayée, acculée. Pas parce qu'elle m'avait perdu, mais parce qu'elle réalisait que j'avais finalement cessé de graviter autour d'elle. Et cela la terrifiait. Tu as tué la version de moi qui aurait essayé, ai-je dit, et puis je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas jeté ma bague. Je n'ai pas publié un statut dramatique en ligne. Je suis juste parti doucement parce que c'est ce qui l'a finalement atteinte. Pas les cris, pas la révélation, pas les preuves. C'était le silence, l'absence, l'espace vide et net où j'avais l'habitude d'être. Plus tard dans la nuit, je suis resté dans une location bon marché à environ 30 minutes de la ville. Pas de décoration, juste 4 murs, un lit usé et la paix. J'ai rallumé mon téléphone pour la première fois depuis 2 jours. 23 appels manqués, 12 messages vocaux, tous d'elle. Le dernier disait juste, s'il te plaît, appelle-moi. Parle-moi. J'ai peur. Je n'ai pas écouté le reste. J'ai juste appuyé sur supprimer parce que la vérité est que je n'avais plus peur. J'étais libre. Cela fait 7 mois que j'ai quitté cette maison. 7 mois que je suis parti avec une valise et un cœur brisé qui, je pensais, ne cesserait jamais de saigner. Mais voici la chose que personne ne vous dit. Un chagrin d'amour n'est pas une condamnation à mort. Cela en a juste l'air jusqu'à ce que vous vous réveilliez un matin et réalisiez que le monde a continué de tourner et que, d'une manière ou d'une autre, vous êtes toujours debout. Au début, c'était le désordre. Je suis resté sur le canapé de Calvin pendant 2 semaines pendant qu'il faisait semblant de ne pas me remarquer pleurer dans la fourrure de ses chiens la nuit. J'ai mangé de la nourriture de station-service. J'ai fixé les murs. J'ai repassé sa voix dans ma tête comme si c'était un disque rayé que je ne pouvais pas éjecter. Mais quelque chose a changé quand j'ai commencé à reconstruire ma routine. J'ai pris mon propre appartement. Petit, avec un peu de courant d'air, mais à moi. J'ai recommencé à faire du vélo, chose que je n'avais pas faite depuis des années. J'ai arrêté de boire la marque de café qu'elle aimait et je suis retourné au café torréfié amer que j'achetais avant de nous rencontrer. Je me suis même inscrit à l'un de ces cours de cuisine ringards juste pour me rappeler que j'avais le droit de profiter de la vie à nouveau. Et oui, j'ai brûlé le risotto la première nuit, mais personne n'a ri. Nous avons tous applaudi et c'est là que j'ai rencontré Léa. Non, ce n'est pas une fin de conte de fées où je dis qu'elle m'a sauvé. Elle ne l'a pas fait. Je me suis sauvé moi-même. Mais Léa, elle a remarqué les cicatrices et n'a pas bronché. Elle a vu un gars qui vérifiait toujours 2 fois les portes verrouillées et portait le silence comme un sac à dos. Et au lieu de s'éloigner, elle a demandé, veux-tu en parler ou veux-tu juste de la compagnie? Parfois nous parlions, parfois non, et c'était suffisant. La semaine dernière, je suis tombé sur Lorna. C'était dans une épicerie, de tous les endroits possibles. Elle avait l'air plus mince, plus pâle. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur, et je savais que ce n'était pas seulement pour se cacher des lumières fluorescentes. Elle m'a vu avant que je ne la voie. Je m'attendais à ce qu'elle se retourne, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est approchée lentement, tenant un panier avec rien dedans. Et, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Et elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle pouvait voir comment j'allais. Je ne portais plus de douleur. Je n'étais pas hanté. Je portais un sweat à capuche, je tenais une liste de courses et j'achetais le dîner pour quelqu'un qui se souciait vraiment quand je souriais. J'ai entendu parler de toi, et de quelqu'un de nouveau, a-t-elle ajouté en hésitant.
C'est bien. J'ai de nouveau hoché la tête. Oui, ça l'est. Il y a eu un long silence et puis elle a dit la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je n'aurais jamais pensé que tu serais celui qui partirait. J'ai haussé les épaules. Moi non plus, mais je suis content de l'avoir fait. Elle n'a pas pleuré, n'a pas lutté. Elle a juste hoché la tête et s'est éloignée. Son panier vide se balançant à ses côtés. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Je ne lui manquais pas. L'homme qui l'aurait laissé revenir lui manquait. Mais il ne vit plus ici. Moi oui. Et finalement, après tout, je vais bien. Le barman a cligné des yeux en me regardant comme si je venais de lui tendre une grenade dégoupillée. Je ne lui en voulais pas. Qui donne une alliance à quelqu'un au milieu du coup de feu d'un vendredi soir en lui disant « Donnez-la lui quand elle reviendra avec un gars en blazer bleu ». Je n'ai même pas attendu sa réponse. Je me suis juste retourné, je suis sorti et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi comme le couvercle d'un cercueil. Mes mains tremblaient encore, pas de tristesse, mais de l'adrénaline de faire enfin quelque chose après 6 mois à faire semblant de ne pas savoir. Elle m'avait dit qu'elle retrouvait des amis de l'université. Je savais qu'elle le retrouvait lui. Je ne pensais juste pas qu'elle serait aussi audacieuse. L'amener à notre endroit, le bar où nous avions dansé un slow une fois sur un défi du DJ, celui où elle avait pleuré dans son verre de vin le soir où je l'avais demandé en mariage parce qu'elle disait que personne ne l'avait jamais fait se sentir aussi en sécurité. Je suis resté dehors pendant 10 minutes à les regarder. À travers la fenêtre, je pouvais la voir secouer ses cheveux, rire comme si elle n'avait pas un mari avec la date de notre anniversaire entourée en rouge sur le calendrier à la maison. Et puis elle a attrapé la main du gars. Juste un petit contact, juste assez pour savoir que ce n'était pas la première fois. Alors oui, j'ai enlevé ma bague, je suis rentré, je l'ai glissée sur le comptoir poli du bar comme si c'était un pourboire pour la trahison. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cherché la confrontation. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis juste assuré qu'elle saurait, au moment où elle s'approcherait pour son prochain cocktail hors de prix, que j'avais tout vu. Et puis je suis parti. J'ai conduit à travers la ville en silence, le téléphone vibrant sans arrêt sur le siège passager. Son nom s'est allumé encore et encore. Pas de messages vocaux, juste des SMS. Où es-tu allé? C'est une blague. Ellis, s'il te plaît, réponds. Nous pouvons expliquer. Nous. Elle a utilisé nous. C'est à ce moment-là que je me suis arrêté, que j'ai ri comme un fou et que j'ai enfin laissé l'engourdissement se transformer en quelque chose de pire, quelque chose de tranchant, quelque chose de définitif, parce que je ne lui avais pas encore dit. Pas à propos de la caméra sur le tableau de bord de sa voiture, ni des copies de sauvegarde sur mon cloud, ni de l'avocat à qui j'avais déjà payé une provision. Tout ce que j'ai fait, c'est laisser une bague, et le temps qu'elle rentre à la maison n'aura même plus la même apparence. Le temps que je rentre à mon appartement, non, plus notre appartement, il était 2:16 du matin et mon téléphone avait explosé avec une galerie de désespoir. 33 SMS, 7 appels manqués, 2 messages vocaux que j'ai refusé d'ouvrir. Et pourtant, tout ce que je pouvais faire, c'était m'asseoir sur le bord du canapé non déballé, regardant cette stupide petite anneau en or toujours imprimé sur mon doigt comme une cicatrice qui n'avait pas compris qu'elle avait le droit de s'estomper maintenant. Le premier message qu'elle a envoyé était risible. Ellis, je jure que ce n'était pas ce que ça en avait l'air. Pas ce que ça en avait l'air, vraiment. Elle se penchait pratiquement vers le gars comme s'il posait pour un portrait de mariage. Ses doigts effleuraient sa poitrine comme si elle lui appartenait de la toucher et sa main n'a pas bronché. Elle s'est posée confortablement, comme s'il faisait ça depuis des semaines, des mois, et peut-être que c'était le cas. Le deuxième message, celui-là a fait plus mal. Tu n'étais jamais là, Ellis. Tu étais toujours dans ta tête, toujours ailleurs. Classique. La défense où tu m'as poussé à te tromper. Tout droit sorti du manuel des infidèles. Soudain, mon amour tranquille, ma loyauté introvertie, ma nature à essayer d'être suffisant, tout cela est devenu le méchant dans son histoire. Mais ce n'était pas moi qui mentais sur les soirées tardives. Ce n'était pas moi qui désactivais le partage de position dès qu'elle se garait. Ce n'était pas moi qui gardais notre photo de mariage face cachée sur son bureau au travail comme si c'était quelque chose dont il fallait avoir honte. Non, j'étais l'idiot qui lui achetait des roses tous les 7 du mois juste parce que nous nous étions mariés le 7.
J'étais le gars qui avait installé cette stupide étagère dans la salle de bain, même si je savais qu'elle ne l'utiliserait jamais, juste parce qu'elle avait dit que c'était une bonne ambiance. Alors, quand elle a essayé d'appeler à nouveau, je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé l'écran, je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que son nom s'efface, et je me suis finalement levé pour faire ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable et j'ai ouvert le dossier intitulé Au cas où. À l'intérieur se trouvaient des copies de tout. Des captures d'écran des messages de fin de soirée qui apparaissaient sur l'Apple Watch qu'elle avait oublié de dissocier de mon iPad. Des photos du rapport du détective privé. Oui, j'en avais engagé un parce que j'avais besoin d'être sûr. Les images horodatées de la caméra de son tableau de bord, celles dont elle ne savait même pas qu'elle enregistrait le son lorsque la voiture tournait. C'était là, clair comme le jour. Sa voix gloussant, disant à Devon, « Il pense toujours que je suis à cette conférence avec Laurie. » La voix de Devon, basse et suffisante, « Tu es sûr qu'il ne nous suit pas. » Et puis son murmure, « Ellis, s'il te plaît. » Il ne saurait pas quoi faire s'il me surprenait. Elle avait raison. Je ne savais pas quoi faire, alors je n'ai rien fait pendant des semaines. J'ai souri quand elle est rentrée à la maison. J'ai embrassé son front. Je l'ai même aidé à fermer sa robe avant son gala de travail, pleinement conscient qu'elle allait probablement le retrouver à nouveau. Je l'ai laissé vivre dans l'illusion que je n'étais au courant de rien, jusqu'à ce soir, jusqu'à la bague, jusqu'au moment où j'ai vu sa réaction à travers la fenêtre du bar lorsque ce vieux barman béni lui a tendu l'alliance sans un mot. Son visage s'est décomposé comme si elle avait reçu un coup dans la poitrine. Devon s'est tourné, confus. Elle n'a rien dit, elle a juste serré la bague dans sa paume comme si la tenir pouvait inverser ce qu'elle avait déjà détruit. Mais cela ne le fera pas, et les larmes non plus. Je sais qu'elle pleure en ce moment alors qu'elle est assise à l'arrière d'un taxi en lisant mon silence. Je ne lui répondrai pas par SMS. Je ne retournerai pas à cet appartement. Et quand le soleil se lèvera, le prochain message qu'elle recevra viendra de mon avocat. Quand j'ai enfin trouvé le courage de retourner à l'appartement pour récupérer le reste de mes affaires, je m'attendais à ce qu'il semble vide. Je m'attendais à ce que l'air soit froid, à ce que l'espace résonne sans elle, avec peut-être une légère odeur de son parfum persistant dans les draps que je n'avais pas touchés depuis des semaines. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de la trouver déjà là, assise dans la cuisine en silence, portant l'un de mes vieux sweatshirts d'université comme si elle n'avait pas simplement réduit notre mariage en lambeaux en public. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste regardé comme si elle attendait que j'explose, que je crie, que j'exige des excuses qu'elle pourrait transformer en un malentendu. Je ne lui ai pas donné ça. Je suis passé juste devant elle et je suis entré dans la chambre, ignorant le son discret de sa respiration se bloquant dans sa gorge. Mon côté du placard était intact, exactement comme je l'avais laissé. Des valises à moitié pleines, des chemises pliées, un sweat à capuche avec une fermeture éclair cassée que je n'avais pas pu jeter. Mais c'est l'autre côté, son côté, qui m'a arrêté net. Il n'était pas vide. Non, c'était pire. Il était plein, trop plein, avec de nouveaux vêtements, des vêtements d'homme, de l'eau de Cologne que je ne portais pas, une trousse de toilette qui n'était pas la mienne. Et rangé derrière sa rangée de bottes, il y avait un sac de sport, bleu marine et beige. Le même que j'avais vu dans le coffre de la voiture de Devon sur l'une des photos du détective privé. Je n'ai rien dit. Je n'y ai pas touché. Je suis juste resté là à absorber ça, mon pouls ralentissant de cette façon étrange qu'il a quand votre cerveau cesse d'enregistrer la trahison comme de la douleur et commence à la traiter comme des données. Derrière moi, elle a finalement parlé. « Ellis, s'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. » Sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas dormi, comme si peut-être elle ressentait enfin quelque chose. Mais je n'étais pas prêt à entendre sa version déformée de la vérité. Pas encore. Peut-être pas jamais. Alors, je me suis retourné, je suis repassé devant elle et je me suis dirigé vers le tiroir de la table d'entrée où je gardais toutes les clés de la maison. La sienne n'y était plus. Seule la mienne restait. Elle avait ses affaires à lui dans ma maison, mais pas sa propre clé. Cela m'en disait plus que n'importe quel message vocal ne le pourrait jamais. Je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça, a-t-elle dit soudainement en me suivant dans le salon. Ce ne devait pas être lui. Ça ne devait pas être comme ça. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Pas parce que c'était drôle. Dieu, ce n'était pas drôle. Mais parce que je n'arrivais pas à croire à quel point elle avait bien répété ses répliques,
comme si c'était un feuilleton à l'eau de rose, et que j'arrivais juste au moment culminant, en oubliant commodément la préparation. Elle s'est approchée. Ses yeux étaient vitreux, ses mains tremblaient. « J'ai fait une erreur », a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. « Oui », ai-je dit. « Tu as laissé le sac de sport de ton erreur dans mon placard. » Elle s'est figée pour la première fois. Elle n'avait pas de réplique, pas de déviation spirituelle, pas de fausses larmes, juste une lueur de honte traversant son visage. Si bref que je l'ai presque manqué. J'ai attrapé le sac de sport, je ne l'ai pas ouvert, je me fichais de ce qu'il y avait à l'intérieur, et je l'ai porté dans le couloir. Je l'ai laissé tomber juste devant la porte. « Tu pourras prendre le reste quand je serai parti », ai-je dit. « Ou lui le pourra. Quoi qu'il en soit, cet endroit n'appartiendra à aucun de vous deux. »« Élise, je t'aime toujours », a-t-elle dit. Ça m'a arrêté. Pas parce que je la croyais, mais parce que c'était tellement prévisible, comme le mouvement final d'une partie dont elle supposait que je ne connaissais pas les règles, mais je les connaissais. J'avais appris ces règles à mes dépens. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et je l'ai entendu pleurer pour la première fois depuis des mois. Fort, brut, incontrôlé. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais achevé. Et à ce moment-là, l'achèvement ressemblait à la liberté. 3 jours ont passé. Je n'ai pas répondu à ses SMS. Je ne suis pas retourné à l'appartement. Je suis resté dans une location à court terme de l'autre côté de la ville. Un de ces appartements froids et mis en scène qu'ils utilisent dans les annonces immobilières. Pas de souvenirs, pas d'odeur, juste le silence, des tiroirs vides et des contenants de plats à emporter que je n'avais pas l'énergie de jeter. Je pensais que je passais à autre chose. Je pensais qu'en ne répondant pas à ses appels, je construisais un mur qu'elle ne pourrait pas escalader. Puis son patron m'a appelé. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, alors j'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Mais quelque chose m'a dit de répondre, et la voix à l'autre bout du fil n'était pas ce à quoi je m'attendais. « Élise, c'est Margot. Je suis la directrice du département de Roxane. » Je me suis figé. Le nom seul m'a percé les côtes. Je l'avais rencontrée une fois. Plus âgée, tranchante comme du verre brisé. Le genre de femme qui savait quand les gens mentaient avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. « Je ne suis pas sûr de devoir vous appeler », a-t-elle continué. « Mais il y a quelque chose qui a fait surface et que vous méritez probablement de savoir. » Il y a eu une pause comme si elle pesait chaque mot. Roxane a été mise en congé administratif ce matin. Il y a un problème interne sur lequel nous enquêtons. Son téléphone professionnel est aux ressources humaines maintenant, et certains des messages que nous avons trouvés, eh bien, ils soulèvent de sérieuses inquiétudes. Quel genre d'inquiétude, ai-je demandé, la voix déjà plus serrée que je ne le voulais. Elle a utilisé les ressources de l'entreprise, beaucoup d'entre elles, pour dissimuler sa relation avec Devon. Des réservations d'hôtels facturées au fonds de voyage des clients. De multiples cas de réunions falsifiées. Margot a soupiré. Elle vous a inscrit comme partenaire commercial pour justifier certaines de ses notes de frais. Mon sang n'a fait qu'un tour. Elle a utilisé mon nom. Apparemment, pendant que j'essayais de ne pas me trouver sur son chemin, elle continuait de me traîner dans la boue dans mon dos. Je n'avais jamais rien signé. Je n'étais même pas impliqué dans son entreprise. Mais j'étais là, lié à des frais frauduleux, potentiellement sous enquête parce que ma femme ne pouvait pas garder ses mains loin de son collègue. Je vous dis cela de manière officieuse, a dit Margot, parce que j'ai déjà vu cela se produire auparavant, et cela ne se termine jamais bien lorsque les gens restent silencieux par embarras. Je l'ai remercié. Je ne me souviens même pas avoir raccroché. Je suis juste resté assis là, sur le bord du lit blanc de la location, regardant mon téléphone comme s'il allait prendre feu. Ce n'était plus seulement émotionnel. C'était légal, financier. Et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose de plus sombre. Roxane n'était pas désolée de m'avoir blessé. Elle était désolée de s'être fait prendre. Et maintenant, avec les murs qui se refermaient, elle cherchait probablement quelqu'un d'autre à blâmer. Quelqu'un comme le mari qu'elle peignait comme étant déconnecté et émotionnellement absent. Mais j'avais quelque chose qu'elle ignorait que j'avais encore. Les preuves. Toutes les preuves. Les enregistrements audio, les SMS, les reçus,
le fait qu'elle ait utilisé sa carte d'entreprise pour réserver un hôtel en bord de mer tout en prétendant être à un événement de charité, et le gars qui lui tendait du champagne dans le selfie qu'elle a pris dans le miroir, devant. Portant le même blazer bleu que ce soir-là au bar. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus blessé. Je calculais. J'ai tout sauvegardé sur un disque dur et j'ai pris rendez-vous avec l'avocate que j'avais engagée il y a des semaines. Pas pour les papiers du divorce, ils étaient déjà en cours, mais pour préparer un dossier séparé au cas où cela se transformerait en un désastre au tribunal. Et juste au moment où je fermais le dossier des preuves et que j'étais prêt à partir, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était elle. Nous devons parler. S'il te plaît, il s'est passé quelque chose. Je n'ai pas répondu, car peu importe ce qui s'était passé, j'avais le sentiment qu'elle n'était pas prête pour ce qui allait arriver ensuite. Il était à peine 7:00 du matin quand j'ai entendu frapper. Pas un coup normal. C'était frénétique, désespéré, répétitif, le genre de coup qui dit que la vie de quelqu'un est en train de s'effondrer de l'autre côté de la porte. Je savais déjà qui c'était. Je ne sais pas comment, mais je le savais. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je me suis assis sur la coudoir du canapé dans ma location, tenant une tasse de café tiède à moitié vide, regardant la porte comme si l'ouvrir signifierait revenir en arrière. Un autre coup, puis sa voix. « Élise, s'il te plaît. C'est moi. Je ne savais pas où aller d'autre. S'il te plaît, parle-moi juste. » Je me suis levé lentement, pas par pitié, pas parce qu'elle me manquait, mais parce que j'avais besoin de voir son visage quand j'allais lui dire que je ne reviendrais pas. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai à peine reconnue. Ses cheveux étaient en bataille, son eyeliner coulé, et elle portait le même manteau que ce soir-là au bar. Ses yeux étaient gonflés, bordés de rouge. Elle ne portait pas de maquillage comme elle le faisait normalement. Pas de masque derrière lequel se cacher, juste une panique brute et exposée. « J'ai tout perdu », a-t-elle dit en entrant sans attendre que je l'invite. « Élise, ils m'ont renvoyé. Margot m'a renvoyé. Devon, il a fait le mort à la seconde où c'est devenu public. Sa femme a demandé le divorce et maintenant elle m'entraîne dans son procès. Mon nom est dans les rapports. Je reçois des appels d'avocats. Je ne sais pas quoi faire. » Elle s'est effondrée sur le sol comme si ses jambes avaient lâché, n'atteignant même pas le canapé. Elle a levé les yeux vers moi en tremblant. « Je n'ai jamais voulu te blesser », a-t-elle chuchoté. J'ai été stupide. Je pensais que j'avais le contrôle. Je pensais que je pourrais tout réparer avant que ça ne dégénère. Mais j'avais tort, Élise. J'avais tellement tort. Et maintenant tu es la seule personne qui m'ait jamais connue et qui ne m'ait pas tourné le dos. Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés, essayant de ne pas laisser ces mots glisser dans mon sang comme ils en avaient l'habitude. Je devais me rappeler que ce n'était pas de l'amour. C'était une performance. Elle ne pleurait pas pour moi. Elle pleurait parce qu'elle s'était fait prendre. Parce que le filet de sécurité qu'elle avait détruit était le seul prêt à lui pardonner. Elle a continué. Je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de regarder ta bague en pensant que j'ai ruiné la seule chose de bien que j'ai jamais eue. Devon était un fantasme, Élise. Il me faisait me sentir excitante, mais il ne m'a jamais fait me sentir en sécurité. Il ne m'a jamais tenu la main pendant mes crises d'angoisse. Il ne s'est pas occupé de moi quand je suis tombé malade l'hiver dernier. Il ne me voyait pas comme toi tu me voyais. Je me suis accroupi à côté d'elle, pas trop près. Juste assez pour m'assurer qu'elle voit mes yeux quand j'ai dit ce que j'avais à dire. Tu as raison, ai-je dit. Il ne t'a pas vu comme je l'ai fait. Parce que j'ai tout vu, le bon, les défauts, la peur, et je suis resté. Je suis resté à travers le désintérêt, à travers les mensonges. À travers les nuits où tu disais que tu travaillais tard et que tu rentrais à la maison en sentant un parfum que tu ne portais pas. J'ai tout vu, Roxane. J'ai juste continué à espérer que tu me verrais à nouveau. Elle a tendu la main vers la mienne. Je ne l'ai pas laissé la toucher. Je peux réparer ça, a-t-elle dit rapidement. Laisse-moi réparer ça. Laisse-moi me battre pour nous. Je me suis levé. Tu t'es déjà battu, ai-je dit froidement. Tu t'es battu pour garder ton mensonge en vie. Tu t'es battu pour me faire sentir petit pendant que tu vivais deux vies. Maintenant, c'est mon tour.
Elle a cligné des yeux. Ton tour de quoi? De passer à autre chose, ai-je dit. De me choisir moi-même. Enfin. D'arrêter d'être le plan de secours de ton désastre. La pièce est devenue silencieuse. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle est juste restée assise là, la bouche légèrement ouverte, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'avais arrêté de jouer le rôle du mari doux et indulgent. Je vais demander à mon avocate de vous contacter, ai-je dit en marchant vers la porte et en la tenant ouverte. Elle n'est pas partie tout de suite. Elle a regardé autour de la pièce comme si elle essayait de la mémoriser, comme si elle était déjà nostalgique de quelque chose qu'elle n'aurait plus jamais. Puis elle s'est levée, a pris son sac à main avec des mains tremblantes et est sortie sans dire un mot de plus. Et j'ai fermé la porte. Pas doucement, pas avec regret. Je l'ai fermée de la manière dont on ferme un livre qui a fini de vous mentir. 2 semaines se sont écoulées. Le silence entre nous s'est finalement installé dans quelque chose qui ne faisait pas mal. Je n'ai pas bloqué son numéro, mais j'ai arrêté de lire ses messages. J'ai désactivé les notifications. J'ai arrêté d'attendre qu'elle change et j'ai commencé à me concentrer sur moi-même, à récupérer les parties de moi que je ne réalisais même pas avoir abandonnées. C'était étrange de voir à quelle vitesse la paix remplaçait le chaos quand je n'avais plus à deviner à côté de qui je dormais. J'emballais les dernières de mes affaires du garde-meuble quand c'est arrivé. Le coup à la porte. Pas sur la porte de mon appartement cette fois, mais sur la paroi en verre du cabinet d'avocat où je finalisais les papiers du divorce. J'étais assis dans la salle de conférence avec mon avocate, Evelyne, en train de revoir le projet final, quand j'ai vu une silhouette floue apparaître derrière le verre dépoli. Je connaissais cette silhouette. Je connaissais l'hésitation dans sa posture. C'était Roxane. Evelyne a levé les yeux, surprise. L'avez-vous invitée? Non, ai-je dit en me levant immédiatement. J'ai ouvert la porte, bloquant l'entrée. Le visage de Roxane était rouge, ses yeux écarquillés par quelque chose entre la panique et la confusion. Je suis désolé. Je ne savais pas où aller d'autre, a-t-elle dit à bout de souffle. J'ai trouvé quelque chose. Je n'essayais pas de le faire. Je le jure, Élise, je n'essayais pas d'espionner, mais je nettoyais le placard du couloir, et J'ai plissé les yeux. Que as-tu trouvé? Elle a hésité, puis a sorti un dossier jaune. Mon cœur a chuté. Je savais exactement ce que c'était. Ce n'était pas à elle de le trouver. Ce n'était pas censé être trouvé. Pas par elle. Elle l'a tenu en l'air comme si c'était une bombe qu'elle était en train de désamorcer. Tu allais tout exposer, a-t-elle demandé, la voix tremblante. À mon conseil d'administration. Au responsable de la conformité de l'entreprise. Evelyne s'est levée maintenant, son expression illisible. Vous devez partir, mademoiselle Grayson. Roxane n'a pas bougé. Elle m'a regardé à nouveau comme si je venais de devenir un étranger. Et peut-être que je l'étais. Peut-être que je n'étais pas le mari à la voix douce qu'elle pensait pouvoir briser puis recoudre quand cela l'arrangeait. Je n'allais pas l'envoyer, ai-je dit doucement. Pas à moins que tu n'essaies de m'entraîner vers le bas avec toi. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Élise, cela me ruinerait. J'ai haussé les sourcils. Et que comptais-tu faire exactement quand tu m'as inscrit comme faux partenaire commercial pour justifier ces frais d'entreprise? Parce que j'ai les courriels. Tu as mis mon nom en copie, Roxane. Tu as falsifié des signatures. Tu as franchi la ligne. Tu m'as entraîné là-dedans. J'ai paniqué, a-t-elle chuchoté. Tout s'effondrait. Et non, les jeux interrompus. Tout était déjà cassé. Tu ne voulais juste pas l'admettre. Evelyne s'est avancée. Vous avez violé les limites d'éloignement notées dans le projet de séparation. Je conseille à Monsieur Carvé de ne pas engager la conversation. Roxane avait l'air stupéfaite. Élise, s'il te plaît. Si tu envoies ce dossier, je perds ma carrière. Je perds tout. Tu as déjà tout perdu, ai-je dit. Tu ne le ressens juste pas encore. Elle a essayé de dire quelque chose, mais les mots sont morts dans sa gorge. Je lui ai pris doucement le dossier des mains, je l'ai glissé dans mon porte-documents et je me suis écarté, en faisant un geste vers la porte. Elle est sortie sans un mot de plus, ses talons claquant dans le couloir en marbre comme un lent compte à rebours avant l'effondrement de la vie qu'elle s'était construite sur des mensonges. Quand la porte s'est refermée,
Evelyne m'a regardé et a hoché la tête. Mouvement intelligent, garder un moyen de pression. Je ne voulais pas l'utiliser, ai-je dit, regardant le dossier. Mais je savais qu'un jour, je pourrais avoir besoin de me protéger de la personne en qui j'avais le plus confiance. Le silence dans la pièce n'était plus froid. Il ressemblait à une armure, parce que pour la première fois dans tout ce gâchis, ce n'était pas moi qui étais pris au dépourvu. Je pensais que ce serait la dernière fois que j'entendrais parler d'elle. Après la confrontation au cabinet d'avocat, après le dossier, après tout ça, j'ai supposé qu'elle avait rampé dans l'ombre du gâchis qu'elle avait créé et m'avait laissé m'effacer de son histoire. Mais j'avais sous-estimé quelque chose. La seule carte qu'elle n'avait pas encore jouée, le passé. Cela a commencé par une lettre. Pas un SMS, pas un courriel. Une lettre physique laissée sur le pas de ma porte, écrite à la main avec son écriture cursive, bouclée et dramatique, que je n'avais pas vue depuis des années. Pas d'adresse de retour, juste mon nom sur le devant comme s'il signifiait encore quelque chose pour elle. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Je le savais. Mais la curiosité est une terrible maladie. À l'intérieur, il y avait 3 pages recto-verso, trempées de nostalgie. Elle parlait de nos premiers jours, du petit appartement avec l'évier qui fuyait et dont nous plaisantions en disant qu'il allait nous inonder. Elle parlait du road trip en Arizona où nous avions dormi dans la voiture parce que j'avais oublié de réserver un motel. Elle a mentionné la cicatrice sur mon poignet qu'elle a embrassée un jour quand je lui ai raconté l'histoire qui se cachait derrière. Des choses dont personne d'autre ne se souviendrait. Des détails qui n'avaient aucune raison de me faire à nouveau mal à la poitrine. Et à la fin, elle a écrit « Tu m'as dit un jour que tu ne croyais pas aux âmes sœurs. Je pense que j'y crois maintenant, parce que te perdre, c'est comme perdre un membre. Je ne demande pas le pardon. Je demande juste que s'il y a une version de nous quelque part dans une autre vie, que tu te souviennes de moi avec gentillesse. J'aurais dû rire ou la jeter, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai soigneusement pliée, je l'ai placée dans le tiroir de mon bureau et j'ai fixé le mur pendant ce qui m'a semblé être une heure. Elle essayait de réécrire la fin, d'essayer de faire d'elle-même la figure tragique. La femme qui a perdu quelque chose de beau parce qu'elle était brisée. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle ne m'a pas perdu parce qu'elle était brisée. Elle m'a perdu parce qu'elle savait qu'elle nous brisait et qu'elle a continué à balancer le marteau. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai envoyé un courriel à Margot, je lui ai dit que j'avais des documents qu'elle voudrait peut-être voir, pas pour ruiner Roxane, mais pour me protéger. J'ai tracé une ligne claire. Je n'étais pas vindicatif. Je n'allais juste pas la laisser m'enterrer dans les décombres de ses mauvaises décisions. Margot a répondu dans l'heure, me remerciant, me disant que les ressources humaines allaient de l'avant avec leur propre examen et que mon nom avait déjà été blanchi en interne. Ils avaient vérifié suffisamment par eux-mêmes. Mes preuves ne feraient que le renforcer. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Mais bien sûr, c'est à ce moment-là qu'elle est réapparue. Cette fois, ce n'était pas pour pleurer, implorer ou supplier. Elle se tenait dans le hall de mon immeuble quand je suis revenu du gymnase, les cheveux propres, les vêtements repassés, l'expression calme. Trop calme. Tu as gagné, a-t-elle dit simplement en s'approchant. Tu as tout réduit en cendres. Félicitations. J'ai secoué la tête. Tu penses qu'il s'agit de gagner? Elle a souri. Pas le genre de sourire chaleureux, le genre militarisé. J'ai toujours su que tu ferais quelque chose comme ça si je te poussais assez loin. Le plus triste, c'est que ça me fait presque te respecter un peu. Et puis elle a fait la seule chose qui prouvait qu'elle n'était pas là pour tourner la page. Elle a mis la main dans son sac et a sorti une clé USB. J'ai pensé que tu voudrais peut-être voir l'autre côté de l'histoire, a-t-elle dit. Pas parce que je pense que tu me pardonneras, juste parce que tu as toujours eu besoin de chaque détail. Elle me l'a tendu et est sortie avant que je ne puisse répondre. Je l'ai tenu dans ma main pendant un long moment. Je ne l'ai toujours pas branché car, pour la première fois de tout notre mariage, j'ai enfin compris quelque chose. Ne pas savoir pourrait être la seule part de paix que je n'obtiendrai jamais. Et peut-être, juste peut-être, que j'étais prêt à arrêter de courir après une conclusion et à commencer à choisir la liberté. Je n'ai jamais ouvert la clé USB. Pas parce que je n'étais pas tenté. Je l'étais. Pendant des heures, elle est restée sur le coin de mon bureau comme un défi. J'ai pensé à la brancher plus de fois que je ne l'admettrais.
Je me suis demandé si c'était une dernière confession, une manipulation, un enregistrement, ou juste un dernier rebondissement dans l'intrigue qu'elle avait écrite dans mon dos. Mais à la fin, j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. J'avais assez de réponses. J'avais la réponse. Elle avait choisi quelqu'un d'autre à plusieurs reprises. Et quand cela s'est effondré, elle s'est choisie elle-même, sa réputation, sa carrière, son image. Je n'ai jamais été son premier choix, juste le filet de sécurité. Et j'en avais fini d'être le filet. Au lieu d'ouvrir son fichier, j'en ai ouvert un nouveau. Un document vierge, un CV. Cela semble peu de choses, mais pour la première fois depuis des années, je me suis permis d'imaginer un avenir qui n'était pas construit autour de son emploi du temps ou de ses rêves. J'ai postulé à des postes à distance à travers le pays. J'ai vendu le peu de meubles que je n'avais pas déjà entassés dans un garde-meubles. Et en moins d'une semaine, j'ai reçu une offre d'une société de logiciels à Denver. Je l'ai acceptée. Le déménagement a été discret. Pas d'annonce, pas de publication, juste des cartons, une camionnette de location et une route qui ne ramenait pas à l'appartement que nous partagions. Roxane m'a envoyé un dernier SMS lorsqu'elle a appris par des amis communs que j'avais quitté l'État. Tu as encore disparu. Cette fois, je ne l'ai même pas ouvert parce que je n'avais pas disparu. Je m'étais choisi moi-même. Denver était plus froide que je ne l'avais imaginé. Il a neigé la deuxième nuit de mon arrivée, et j'ai dû sortir mes bottes d'un carton dans le noir. Mais quand je suis sorti le lendemain matin et que j'ai vu les montagnes illuminées par la lumière orange du soleil, quelque chose a changé en moi. C'était subtil, comme respirer sans se rendre compte que l'on retenait son souffle depuis des mois. J'ai pris un petit appartement près d'un parc. Rien d'extravagant, juste le mien. J'ai installé mon bureau près de la fenêtre et j'ai recommencé à travailler. Du vrai travail, du travail concentré. Pas de distraction, pas de vérification de SMS entre les réunions, pas de questions pour savoir si elle mentait encore. Puis un samedi, je me suis promené au centre-ville et je me suis glissé dans un petit café-librairie juste pour me mettre à l'abri du vent. J'ai commandé un café, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai commencé à lire un roman auquel je n'avais pas touché depuis des années. Cela semblait inutile au début, comme essayer de sauter dans une rivière qui était déjà passée. Mais 5 pages plus loin, quelqu'un a tapoté ma table. Excusez-moi, est-ce que cette place est prise? Elle portait des lunettes, une écharpe épaisse et le genre de sourire qui ne demandait rien, qui offrait juste de la chaleur. Non, ai-je dit, je vous en prie. Nous avons parlé pendant 3 heures. Elle s'appelait Marlène. Elle adorait les documentaires bizarres et avait été bénévole dans un centre de sauvetage d'animaux sauvages. Elle détestait les menteurs, aimait la nourriture épicée et a dit que la plus grande erreur de sa vingtaine avait été de donner son temps à quelqu'un qui pensait qu'elle n'était qu'un bouche-trou. J'ai souri, et pour la première fois, ce n'était pas un masque. Le souvenir de Roxane n'a pas disparu. Il ne s'est pas évanoui dans une boîte verrouillée que je n'ai plus jamais ouverte. Non, il est resté comme une cicatrice. Mais les cicatrices ne font pas mal pour toujours. Au final, elles ne sont que des rappels que vous avez survécu à quelque chose qui, pensiez-vous, allait vous tuer. Je n'ai jamais eu besoin de vengeance. Je n'ai jamais eu besoin de la détruire. J'avais juste besoin de m'éloigner et de le penser vraiment. Et je l'ai fait.